Régulièrement, la génération de ceux que l'on appelle, un peu vulgairement, il faut dire, les baby-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale, est accusée d'avoir gracieusement profité de la croissance des 30 glorieuses et de laisser une dette publique et climatique sur les épaules de la jeunesse. Selon la dernière enquête Fracture française, plus d'un quart des Français perçoivent un déclassement lorsqu'ils comparent leur propre situation et celle de leurs parents au même âge. Alors, peut-on parler de guerre entre générations? Les intérêts des générations s'opposent-ils fondamentalement? Un invité ce soir pour nous guider et nous éclairer, Hippolyte Dalbis. Bonsoir. Bonsoir quant à la fin. Vous êtes professeur à l'ESSEC Business School, vice-président du Cercle des économistes et vous signez cet ouvrage intitulé Économie des âges de la vie, en finir avec la guerre des générations. C'est chez Odile Jacob. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Vous avez beaucoup plus de chances en termes d'économie, en termes d'argent et en termes de logement, en termes de tout ce qui va avec, hein, tout a augmenté et les salaires n'augmentent pas en fait. Alors qu'avant c'était pas pareil. Je pense que mentalement, avec la surinformation qu'on a nous en tant que jeunes, on est plus sujet à la pression qu'à leur époque. Par contre, point de vue matérialiste, on a beaucoup plus de choses, on a accès à beaucoup plus de choses. On a des conditions de vie, même quand on n'a pas de gros salaires qui sont plus que potables, contrairement à nos grands-parents. Donc il faut un peu arrêter de se plaindre aussi, quoi. C'est en creux non exprimé d'une manière directe, Hippolyte Dalbis, dans ces témoignages, ces analyses de Français recueillis par TF1. Au fond, il existerait non pas une guerre entre les générations, le terme est un peu fort, mais une opposition forte entre la nouvelle génération, les vingtenaires, les trentenaires et les baby-boomers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat où il est perclus de biais qu'il faut déceler ? Alors, il est perclus de blé, en effet. Toute génération, et celle qui est présente actuellement et celle qui s'exprime au micro, est finalement assez similaire aux générations précédentes. Une jeunesse se pose en s'opposant, et on l'a tous fait, et ils le font encore aujourd'hui. Et une des façons de s'opposer, c'est de se comparer à la génération qui est actuellement au pouvoir et qui potentiellement pourrait avoir accaparé l'essentiel des richesses et en avoir profité. Ce sentiment d'être sacrifié, ce sentiment d'être brisé un petit peu par les générations passées, on le retrouve pour chaque génération dans le temps. Ce sentiment d'être sacrifié, Hippolyte Dalbis, il ne s'objective pas, selon vous, on ne le décèle pas, on ne l'identifie pas, par exemple, dans les choix de politique publique ? Non, pas nécessairement. Les choix de politique publique eux-mêmes, ils sont le reflet d'une expression générale de la société, puis ils sont aussi le reflet d'une histoire. Et il faut faire très attention à pas forcément identifier un choix en particulier. Je vais dire par exemple la retraite, qui serait le symbole justement des transferts vers les personnes les plus âgées, et ne regarder que ça. Il faut pouvoir appréhender la société dans son ensemble et toutes les relations que l'on peut avoir entre les générations. Vous m'avez devancé parce qu'évidemment, j'allais parler des retraites. Lorsque l'on constate tout de même les transferts qui sont fléchés, qui sont ventilés, comme on dit, en direction des personnes les plus âgées, et l'argent qui est mis dans l'éducation des plus jeunes, dans l'accompagnement des plus jeunes, il n'y a pas, selon vous, un hiatus abyssal, une inégalité là entre générations ? Spontanément, le système de protection sociale est l'organisme qui finance à la fois la retraite et la santé. Par définition et structurellement, c'est plutôt en fin de vie que vous bénéficiez de la retraite et des dépenses de santé. Donc oui, lui, ce système de protection sociale, et il est conçu comme ça, il est en faveur des plus âgés. Néanmoins, donc on sait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. C'est le vieillissement des baby-boomers. C'est tendanciel. C'est tendanciel, et puis en fait c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus longtemps. Et donc il faudrait essayer de comprendre par quel système mental on a pu commencer à poser ça comme un problème, mais globalement on est content de vivre plus longtemps, il n'y a pas de plus belle réalisation humaine, donc on vit plus longtemps et nos vieux vivent plus longtemps, et c'est tant mieux parce qu'on les aime, mais néanmoins ils nous coûtent cher, et ils nous coûtent cher en termes de retraite et en termes de santé. Voilà.
Je voudrais vous faire entendre la voix de François Bayrou. C'était le 27 août 2025. Il était alors Premier ministre. Il s'exprimait aux 20h de TF1 et déplorait le confort des boomers face à la dette publique. On est élu pour que l'avenir des Français soit mieux envisagé, mieux organisé. Et si on crée le chaos aujourd'hui, encore une fois, qui vont être les victimes? Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Je crois, moi, que la lucidité, c'est la première vertu d'une nation et la volonté de s'en sortir. Comment analysez-vous ce discours, Hippolyte d'Albis? Les générations les plus anciennes laissent aux nouvelles une dette financière abyssale. Alors finalement, toutes les générations ont accumulé de la dette, d'accord. Petit à petit, à mesure que le temps avance, on accumule de la dette et c'est pas totalement vrai que de dire que ce sont les générations futures qui les remboursent, parce que en moyenne, l'État s'endette à 7 ans. D'accord. Et même pendant la période de Covid, qui est la période où justement on a très fortement accru la dette, l'État s'est aussi endetté à 1 an. D'accord. Donc c'est dès l'année suivante que l'on a commencé à repayer la dette. Et s'il y a une très forte augmentation des taux d'intérêt aujourd'hui, et que l'on le paye, c'est bien parce qu'on s'est endetté à très court terme pendant la période Covid. Et donc, non, c'est une illusion que de se dire que c'est les générations futures qui vont rembourser la dette. On le paye tout de suite. Et on est comptable immédiatement, en fait, des décisions que l'on prend. Et la dette climatique, alors l'idée selon laquelle les générations qui ont traversé les 30 Glorieuses, qui ont vécu pendant les années 50, 60, 70, ont bien vécu, ont participé à polluer bien plus qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et au fond, c'est peut-être la génération actuelle, les générations qui suivront, qui devront éponger cette dette climatique. Comment est-ce que vous abordez là aussi cet argument ? Alors, sur la question du climat, là encore, c'est un petit peu comme la dette financière. Si vous voulez, on ne peut pas dire d'un côté qu'il y a une urgence climatique et dire que c'est pour les générations futures. S'il y a urgence climatique, c'est pour tout le monde. D'accord ? Si on a une catastrophe climatique parce qu'on a accumulé trop de carbone dans l'atmosphère, eh bien, tous nous la subirons. Donc, nous sommes tous concernés. Et c'est faux de se dire que non, ce serait pour plus tard. Maintenant, il est vrai que chaque génération a ses défis. Et lorsque les boomers étaient jeunes, en effet, on ne parlait pas de changement climatique. On a accumulé, on a eu des comportements qui étaient extrêmement nocifs pour l'atmosphère et qui s'accumulent. Et c'est le défi de génération que d'essayer de le relever. Vous vous rappelez du rapport Brundtland, ça date de 87. Et donc la personne, d'ailleurs, était une boomeuse, Harlem Brundtland, qui avait fait ce rapport qui était sur la soutenabilité en fait de notre système et de notre écosystème. Et dans la préface en fait du rapport, elle dit ce rapport est destiné aux enseignants parce qu'il faut que les enseignants transmettent ces idées aux plus jeunes. Mais ça a été fait. Et ça a été fait par une boomeuse. Je vous cite, Hippolyte d'Albis, le défenseur donc, des boomers, on l'a bien compris ce soir. Je vous cite, vous écrivez « Annoncer un bilan en ne présentant que le passif n'est ni pertinent ni élégant. Il faudrait évidemment mettre dans la balance l'ensemble des actions que les générations passées ont pu faire pour les générations futures, que ce soit des politiques éducatives, d'innovation environnementale ou autres. » Fin de citation, c'est cela. Au fond, il faut tout considérer, l'ensemble des politiques publiques, le passé, le présent et l'avenir, pour mesurer la contribution et donc la responsabilité de chacun ? Oui, il faut surtout se dépasser un petit peu des clichés et des idées fausses, d'accord ? Se dire... C'est toujours un bon conseil, effectivement. Voilà, mais les boomers se moquent de l'avenir, se moquent de leurs enfants. C'est tout simplement faux, en fait, c'est pas ce qu'on observe. D'accord, ils ont eu certaines actions qui ont des conséquences et qui ont des conséquences nocives pour les générations futures, ça personne ne le remet en cause, mais ils ont aussi eu des éléments bénéfiques, comme toutes les générations. Je veux dire, on plante des arbres depuis des millénaires. Quand vous plantez un arbre, vous faites quelque chose, vous faites une action que vous n'allez pas voir, dont vous n'allez pas voir le résultat. Vous faites une action
pour les générations futures. On bénéficie encore de certaines plantations qui ont été faites par les Romains. Je reviens sur le concept même de génération. Est-ce que le flou qui entoure la notion, la difficulté peut-être à l'appréhender, à saisir ce qu'est véritablement une génération à mesure que le temps progresse, avance, est-ce que une part de la mésentente entre générations ne vient pas de ce flou persistant? Ah, bon alors, donc on a un goût, en fait, pour la dénomination des générations. Il y avait notamment la génération des boomers. Alors, et ça a été un véritable succès médiatique. D'ailleurs, on réemploie beaucoup le mot. Après, on savait plus très bien comment faire. Alors, du coup, on est passé sur la génération X, la génération Y, la génération Z, etc. Et puis même par manque, je dirais, d'à propos, on a continué par des lettres de l'alphabet grec. Bon, donc on dénomme comme ça les générations et puis on s'amuse toujours en fait à essayer de comparer un petit peu les générations, que ce soit en entreprise ou dans leur rapport ou leur relation aux différentes technologies, etc., etc. On aime bien faire ça, mais c'est pas forcément très pertinent. D'accord. Une génération, c'est en effet un ensemble de personnes qui ont vécu une même chose. Et ça, c'est très fort. Donc, on va pouvoir parler de la génération Covid, on va pouvoir parler de la génération de la guerre de 14, etc., etc. Donc il vaut mieux partir des événements, dans le fond, d'une communauté, non pas de destin, mais de moments vécus, traversés ensemble, que de bases temporelles. En effet, en effet. Alors, ils sont associés, évidemment, comme c'est un moment qu'ils ont vécu ensemble, ils sont associés à une époque, mais c'est plutôt le fait d'avoir vécu ce moment qui va compter et qui va constituer cette génération. Et chaque génération va avoir des défis et des représentations qui sont propres à leur époque et qu'elles vont porter. Mon sentiment, c'est qu'elles ne vont pas mieux les porter en s'opposant. D'accord. Il y a c'est une fausse idée que se dire que j'arrive dans un monde qui est trop vieux. On comprend bien l'objectif qui est le vôtre, éviter au fond que les générations ne s'opposent, qu'elles mènent entre elles une guerre inféconde, improductive, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un risque dans votre approche, celui de déresponsabiliser les générations, comme si toutes les générations portaient la même responsabilité dans la dette financière, dans la dette climatique, dans la crise sociale, dans notre rapport même à l'évolution des choses? Ce serait vraiment très difficile de faire une comptabilité qui permettrait de savoir qui est responsable de quoi. D'accord. Chaque génération a vécu des moments différents. Mhm. D'accord. Et de ce point de vue, elles sont difficilement comparables. Néanmoins, lorsque on se focalise sur certains éléments, comme par exemple le niveau de vie. D'accord. Et qui est un élément très important. On a l'impression que finalement, les plus jeunes générations pâtissent du fait que les générations précédentes ont eu un niveau de vie élevé et que c'est à cause de ce niveau de vie élevé que le niveau de vie aujourd'hui est moins bon. Et bien ça, c'est assez facile, on peut revenir sur les statistiques et de voir que c'est simplement totalement faux. En fait, de génération en génération, le niveau de vie progresse. Mais il n'y a pas que le niveau de vie. Il y a aussi la santé, l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps avec accès à plus de biens, plus de choses. Mais on a aussi un accès à l'éducation Mhm. qui est véritablement important et qui s'est développé de façon fantastique. La proportion de personnes qui avaient le bac dans les années 60 était extrêmement faible. Des niveaux qu'on a même du mal à croire aujourd'hui. On se dit que 15% d'une classe d'âge pouvait avoir le baccalauréat. On ne mesure pas, on ne se rend pas compte de l'amélioration spectaculaire en fait de la situation des générations en génération. Et puis, j'en parle beaucoup dans le livre aussi, sur le point de vue économique, la situation des femmes sur le marché du travail, la capacité à pouvoir gagner sa vie et à gagner une certaine forme d'indépendance financière est aussi absolument spectaculaire. Alors, donc ça, c'est des améliorations. Et puis, à côté de toutes ces améliorations, vous avez aussi des choses qui vont moins bien, notamment, je sais pas quoi, par exemple, un chômage des plus diplômés, une situation... Un chômage des jeunes également, bien plus marqué. Oui, voilà,
autrefois, il y avait très peu de gens qui étaient diplômés. Et bien, ces personnes diplômées avaient systématiquement un travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont diplômés. Et il y a une certaine forme de déclassement des diplômes, ce qui fait que même avec un diplôme, vous pouvez ne pas trouver du travail. Donc ça, c'est une réalité, c'est un défi. Vous en avez parlé tout à l'heure, aussi une situation environnementale, un environnement qui est plus pollué. Et voilà. Et donc, mais simplement, les gens vivent dans des époques différentes, mais aller rechercher en fait, ou accuser une génération d'avoir fait dans le passé ça et de pâtir de cet élément ne mène à rien. Et c'est surtout, c'est pas constructif. C'est pas comme ça en fait qu'on fait une société qui est belle. Je dirais que c'est même tout le contraire. C'est plutôt en se ressoudant, en essayant de renforcer nos liens entre les générations, qu'on crée quelque chose de beau, pas en s'accusant mutuellement de choses un peu imaginaires. J'en viens justement, Hippolyte Delbis, à ce livre passionnant que vous signez, que vous faites paraître chez Odile Jacob. Il est intitulé « Économie des âges de la vie, en finir avec la guerre des générations ». C'est un plaidoyer pour poser les bases de l'économie générationnelle. Alors, entre autres, mais justement, sur cette économie générationnelle, de quoi s'agit-il du point de vue théorique? Que veut-on démontrer avec cette approche? On part de quelque chose qui est très simple et qui est presque anthropologique, qui vient du fait que au début de votre vie et à la fin de votre vie, en fait, vous n'êtes pas capable de travailler. Donc, vous n'êtes pas capable, par votre travail, de subvenir à vos besoins. Ce sont deux âges du déficit, vous dites. De fait, oui, vous êtes en déficit par rapport à la société. Et finalement, ce sont ceux des âges du milieu qu'on a du mal même à nommer, et ça c'est intéressant. Mais ces personnes du milieu qui travaillent, elles vont produire une quantité de richesse qui est supérieure à leurs propres besoins. D'accord ? Et donc la société va mettre en place un ensemble de transferts entre ces personnes d'âge intermédiaire et à la fois les plus jeunes et les plus âgés. Le but de l'économie générationnelle, quel est-il? Est-ce qu'il est d'évaluer le niveau de revenu d'une génération à tous les âges de la vie? Est-ce qu'il est de comprendre ces mécanismes et ces circularités entre ces trois âges de la vie? Le premier déficitaire, le deuxième qui permet de travailler et de créer du surplus, et le troisième à nouveau déficitaire. Au fond, quelle est l'ambition théorique de cette approche? L'ambition d'une discipline comme l'économie, c'est de comprendre la société. Décrypter. C'est de décrypter la société. Après, de faire Décrire, éventuellement des propositions, etc. On pourra en revenir. Mais au départ, c'est d'avoir un cadre qui vous permet de comprendre. D'accord ? Et en fait, ces flux financiers entre les âges, d'accord, entre ceux qui produisent et puis ceux qui ne produisent pas au début et à la fin de vie, ils sont d'ampleur très importante. Ils sont, ils représentent des montants qui sont considérables. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils peuvent être, ils peuvent prendre la forme ou ils peuvent être organisés de façon différente. Alors, on connaît beaucoup ceux qui sont socialisés par la puissance publique, par l'État. Donc, typiquement, la protection sociale, le système de soins, le système de retraite, qui est un transfert des personnes, et pas seulement, mais qui est un transfert de ces personnes d'âge intermédiaire vers les plus âgés. Mais vous avez aussi un très grand nombre de transferts de ces mêmes personnes vers les plus jeunes, qui prennent place au sein de la famille. On passe de fait, les enfants sont très coûteux et c'est très propre à l'espèce humaine d'ailleurs d'avoir une période qui est aussi longue pendant laquelle on est en dépendance. Mais c'est aussi un transfert, d'accord ? Et c'est bien des ressources, que ce soit en argent, en biens de consommation, mais aussi en temps, que les adultes vont consacrer à leurs enfants. Et ce transfert, il est très important. Lorsqu'on essaye de l'estimer, je veux dire, il est significatif. Et puis, il y a un troisième transfert qui est socialisé par le marché. C'est celui qui passe par l'épargne, qui, de fait, peut être considéré comme un transfert entre les générations. Donc là, ce sont mes propres ressources que je peux accumuler pendant mes âges intermédiaires et que je vais, de fait, transférer dans le temps
et sur lequel je pourrais m'appuyer pour satisfaire mes besoins lorsque je serai plus âgé. Et donc vous avez, via ces transferts entre les générations, une société qui est constituée de 3 institutions, l'État, la puissance publique, la famille et le marché. Justement, à partir de ces 3 institutions, Hippolyte Dalbis, on les rappelle, famille, État, marché, qu'est-ce qui fait qu'une société va choisir de donner un peu plus d'importance à une institution plutôt qu'à une autre, favoriser l'État dans la redistribution intergénérationnelle plutôt que la famille ou le marché, ou bien inversement, ou bien encore toutes les formes possibles. Encore une fois, comment ces choix se façonnent-ils? Ils sont le résultat de multiples décisions qui se prennent, je veux dire, quotidiennement au cours de la société. Donc, ce sont des choix historiques. Et nous, on récupère ces choix-là. Mais il faut bien voir que si vous modifiez un transfert, typiquement, si vous réduisez les retraites publiques qui sont justement le transfert socialisé par l'État, eh bien, va se dessiner une nouvelle société pendant laquelle c'est le marché qui va prendre la place. Et ça entraîne d'autres conséquences, potentiellement des inégalités entre les retraités. D'accord ? Mais on ne peut pas appréhender le seul transfert entre les âges que par le transfert public. Si l'on s'intéresse, si l'on se focalise même sur le cas français, quel est le poids respectif, les poids respectifs de ces 3 institutions dans la redistribution intergénérationnelle, État, famille et marché? Eh bien, l'État va faire une grosse moitié de la redistribution. La famille va faire un gros quart et le reste, c'est le marché. Pourquoi les appelez-vous les 3 mousquetaires, ces institutions? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, donc Mais ça ils sont toujours permet, il ensemble. fallait trouver un Et les trio qui penser fonctionne tout seul, ensemble. voilà, Et vous avez pensé aux 3 les mousquetaires. penser seuls, c'est une erreur, comme de ne voir que Athos tout seul. Quel outil mobiliser dans cette approche de l'économie générationnelle? Il y a un modèle en particulier que vous utilisez, sur lequel vous fondez vos travaux, le modèle dit APC, âge, période, cohorte. Là aussi, pour les profanes que nous sommes, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout d'abord de... Alors, il nous faut beaucoup de données. Il faut beaucoup de données statistiques, d'accord ? Et Elles viennent d'où ces données très concrètement? C'est l'INSEE, c'est via l'INSEE, c'est vers les différentes enquêtes de l'INSEE, mais ça peut être aussi des sources administratives, d'accord, sur l'éducation, par exemple, ou sur les retraites, sur la santé. Et puis, vous allez compiler toutes ces données pour essayer d'avoir une comptabilité qui vous décrit toute votre société, mais que vous allez décliner par âge et par génération. Et c'est là qu'il y a une petite astuce technique. Vous avez besoin de séparer ce qui relève finalement de l'âge et puis ce qui relève des générations. D'accord ? Parce que vous observez en fait les personnes à des moments différents de leur vie, mais vous avez des dates d'observation qui sont aussi différentes. Et donc il faut, à la fin, on finit par toujours s'en mêler entre la période, l'âge, la cohorte. Et donc on a un modèle mathématique qui nous permet de tout bien distinguer sans mêler les pinceaux. Il y a une chose, une dimension même qu'il faut évoquer dans ce travail, c'est le poids, l'importance du travail domestique. Là aussi, comment l'intégrer, ce travail domestique? On sait que souvent il est peu valorisé, peu monétisé, en tant qu'économiste, on a parfois du mal à mesurer ce qu'il représente aussi dans la production. Par exemple, le PIB n'intègre pas une bonne part du travail domestique. Est-ce que l'économie générationnelle, de ce point de vue-là, renouvelle un peu les choses? Bien sûr, parce que comme les transferts à l'intérieur de la famille sont considérés et qui sont très importants, et notamment des transferts des parents vers les enfants, mais surtout de la mère vers les enfants. Il y a aussi une dimension de genre qui est très importante, parce qu'il y a une très forte inégalité dans ce transfert intergénérationnel. Et donc c'est important de ne pas l'invisibiliser. C'est pas parce que, vous voyez, ce transfert n'est pas monétisé, c'est pas parce qu'il ne passe pas par un impôt ou une subvention publique qu'il n'existe pas. Au contraire, il existe. Donc, non seulement on le recense en utilisant des enquêtes qui sont dites emploi du temps, où on suit la journée en fait des personnes. Donc, on voit le temps qu'ils passent à s'occuper de leurs enfants, et puis on va essayer pour pouvoir le comparer, de lui donner une valeur. D'accord ? Et alors, il y a toute une discussion de savoir comment est-ce qu'on valorise ce temps domestique. Ce n'est pas tellement pour pouvoir payer les gens, mais plus pour pouvoir comparer
ce temps passé aux autres temps. Et voyez, lorsqu'on oublie de faire ça, en effet, on ne focalise que sur un transfert qui est typiquement la retraite ou la situation des personnes retraitées. Alors même qu'on passe notre temps à faire des transferts entre les générations, on passe notre temps, en fait, à aimer nos enfants et à aimer nos vieux. Comment expliquez-vous, en quelques mots, là aussi, qu'on passe notre temps, c'est vous qui le dites, à opérer des transferts intergénérationnels, parfois même sans le savoir, et dans la réflexion collective, j'allais dire même l'objectivation de certaines politiques publiques, on a tendance à minorer cela. Oui, et c'est un vrai décalage entre finalement la façon dont on peut concevoir éventuellement des politiques publiques ou donner une orientation à la société ou au gouvernement, d'une part, et de l'autre côté, ce que ressentent les gens dans leur quotidien. Merci beaucoup Hippolyte Delbis d'avoir mis la lumière sur la coopération intergénérationnelle. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ESSEC Business School, vice-président du Cercle des économistes, et vous signez l'ouvrage intitulé Économie des âges de la vie, en finir avec la guerre des générations. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission: Inès Bouffartic-Sébastia, Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation Léa Racine.